Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube, je m'appelle Alice et c'est parti pour les 3 choses à propos de la culture indienne pour lesquelles j'ai été choquée et que j'ai finalement comprises. Alors un petit avertissement, avant tout je suis loin de tout connaître de la culture indienne et d'ailleurs réduire ce continent à une seule culture serait vraiment très réducteur parce qu'il y a vraiment des cultures au sein de la culture indienne. Je vous parle ici de ce que j'ai lu, vu, vécu, compris, questionné, ressenti. Dans tous les cas, je cherche pas du tout à dénigrer l'Inde, au contraire, je cherche à apprendre et à partager ma passion et à révéler le plein potentiel de l'Inde. Car oui, l'Inde mérite d'être en avant pour ce qu'elle est et non pour ce qu'on croit qu'elle est. Donc c'est parti pour les 3 choses pour lesquelles j'ai été choquée et que j'ai finalement comprises. Alors, l'Inde, c'est en fait une union indienne. C'est un immense pays composé de plein d'États différents, donc de plus de 27 États, qui ont eux-mêmes des langues différentes, des écritures différentes, des cultures différentes, des climats différents, des reliefs différents. L'Inde a 22 langues officielles avec des milliers de dialectes, a vraiment un paysage et des régions mais extrêmement différentes, du désert du Rajasthan aux montagnes de l'Himalaya, en passant par les plages du sud du Kerala, les plaines, la jungle, sans parler des villes, et réduire donc l'Inde à une culture, c'est justement très réducteur. Alors, on peut se dire, mais c'est pas possible, comment ils font? Plutôt que comparer l'Inde à un pays, par exemple comme la France, plutôt comparer l'Inde à l'Union Européenne, et en fait ça devient beaucoup plus facile à comprendre, c'est-à-dire qu'on peut comprendre qu'il y a des pays, donc des États différents, avec des cultures différentes, et pourquoi le Nord est autant différent du Sud, parce que par exemple comme la Suède est autant différente de l'Italie. Pareil, ils ont des langues différentes, donc l'hindi reste la langue officielle, avec l'anglais qui est la seconde langue officielle, et les documents officiels peuvent être rédigés dans les 22 langues officielles. Ça reste normal. Et donc en gros, l'Inde n'a pas une langue officielle. L'hindi reste la langue majoritaire et elle est comprise et parlée principalement dans le nord de l'Inde. Globalement, elle est comprise et parlée par une grosse moitié de la population. Mais il y a quand même des populations qui ne parlent pas et aussi qui ne comprennent pas l'hindi. L'anglais reste langue officielle associée. Alors ça peut paraître étrange dans le sens où peut-être on aurait pu croire qu'ils auraient voulu éradiquer cette langue après le départ, enfin après l'indépendance. Mais en fait, l'anglais est la seule langue commune qui les unit et qui reste assez neutre politiquement parlant. C'est comme si on vous disait, bah voilà, l'allemand devient langue officielle de l'Union Européenne. Vous imaginez qu'il y aurait sûrement des révoltes et que tout le monde ne serait pas content. Une langue autre que les langues indiennes est assez neutre. Donc quand on prend l'Inde, mais je dirais même l'Union indienne sous l'angle égale l'Union européenne, on comprend mieux la diversité et la complexité de l'Inde. Alors, la deuxième chose qui est très différente de la France, ce sont les mariages, parce qu'en Inde, la plupart des mariages sont des mariages arrangés. Là, c'est un sujet assez risqué, mais c'est volontaire, parce que c'est un sujet que j'ai beaucoup questionné. Alors, en effet, en Inde, la plupart des mariages sont des mariages arrangés. Là, vous vous dites sûrement, mais quoi? Mais pourquoi? Mais c'est fou, mais c'est horrible! Comme j'ai pu réagir aussi. Alors, laissez-moi vous expliquer pourquoi ce n'est pas horrible. Alors, déjà, mariage arrangé ne veut pas dire mariage forcé. Dans un mariage arrangé, le ou la futur marié a son mot à dire, même si la décision est prise en famille. Ça, c'est un autre sujet sur lequel je reviendrai, mais les décisions sont souvent prises en famille. En effet, les Indiens, alors je parle surtout ici des hindous, croient peu au mariage d'amour, au mariage coup de foudre, parce que selon eux, la passion du début finit toujours par retomber, et ce qui peut finir par des divorces. Quand ils voient les statistiques des pays occidentaux, où un mariage sur 2 finit par un divorce, ça les fait doucement rire. Parce qu'en fait, en Inde, et dans la religion hindoue, le divorce est très mal vu, et il est très difficile de divorcer et très mal vu par rapport à sa communauté de divorcés. Je crois qu'il n'y a d'ailleurs même pas de mot en hindi pour dire divorce. Et une fois que vous êtes marié, vous êtes liés pour les 7 vies à venir, et
et vous, en fait vous liez vos âmes. Donc vous ne pouvez pas vous délier, on va dire spirituellement. De ce fait, les couples mariés apprennent à s'aimer, apprennent à vivre ensemble. C'est vraiment, ils apprennent à tomber amoureux et ils font tout pour rester ensemble. Sur ce point, je trouve que c'est assez exemplaire et assez intéressant. Alors je vais parler de la France parce que je suis française, mais en France on aurait peut-être tendance à trop vite au premier problème, ne pas pouvoir le supporter et divorcer. Au contraire, ils sont conscients que la vie de couple, la vie en général, mais du coup là la vie de couple n'est pas facile, il y a des hauts et des bas, et ils apprennent à supporter ça ensemble et à s'entraider. Et voilà, et à rester liés malgré les difficultés. Alors bien sûr maintenant il y a un peu plus de divorces, c'est toujours possible et ça arrive, je dis pas qu'il y en a zéro, mais c'est beaucoup moins fréquent et beaucoup moins bien perçu que par rapport à en France. Il y a aussi des mariages d'amour qui se font bien sûr, mais si les prétendants peuvent se rencontrer et s'aimer avant le mariage, il y a toujours quand même une audition de la famille, une rencontre des deux familles et la décision des parents et joue un rôle très important dans le mariage. Alors attention, je dis pas qu'un type ou l'autre de mariage est bien ou mieux, je dis juste que c'est intéressant d'avoir les deux avis et de comprendre ce qui se passe dans les deux cas. De plus, le mariage dans la vie d'un Indien est l'un des événements, voire l'événement le plus important de sa vie et de sa famille. Alors le mariage et la recherche du ou de la prétendante est un gros sujet et qui du coup est souvent pris en famille, c'est souvent quelque chose de très excitant aussi pour la famille, et le but étant de trouver une famille qui partage les mêmes valeurs, qui partagent le même mode de vie, la même langue et du coup en général la même caste. En effet, pour les Indiens, qui mieux que les parents pour décider, pour aider dans la recherche et dans la décision de ce ou cette future mariée. Il est possible que les futurs mariés se soient vus que quelques fois avant le mariage et parfois même accompagnés d'un ou des membres de la famille. Alors sur ce point je reste assez dubitative, mais vraiment pour avoir un peu parlé avec des Indiens, ils sont quand même assez relax, ça les dérange pas forcément, en tout cas c'est ce que j'ai ressenti, et ils font vraiment confiance, ils se posent pas trop de questions, pour eux le choix est sensé, réfléchi, et ça doit arriver. D'ailleurs pour la petite anecdote, l'une des premières questions qu'on peut vous poser quand vous êtes en Inde après votre prénom, c'est savoir est-ce que vous êtes marié. C'est super important. Et enfin, la troisième chose pour laquelle j'ai été choquée et que j'ai finalement comprise, c'est par rapport au végétarisme. Alors ici, c'est plus précisément le régime végétarien en Inde et de manière générale en Asie. C'est un régime qui exclut donc bien sûr la viande, le poisson, mais également les œufs. Alors là vous pouvez vous dire pourquoi la poule c'est naturel, elle meurt pas quand elle pond un œuf. Je pensais pareil au début. C'est vrai, mais les Indiens considèrent que l'œuf est quand même de la chair animale. En effet, l'œuf c'est un ovule de poule qui n'est pas fécondé, mais qui contient quand même son ADN, et c'est un ovule qui aurait pu être fécondé, qui aurait pu donner la vie. En fait, le régime qu'on entend par végétarien en France ou en Occident, c'est un régime plutôt ovo-végétarien, quand en Asie, en Inde, ils excluent en fait les œufs également. Quand on y pense, manger un ovule de poule, même non fécondé, n'est-ce pas de la chair animale? N'est-il pas une chance perdue pour un poussin de naître? Et bien sûr, je ne parle même pas des poules qui sont enfermées en batterie dont le seul but est de pondre des œufs. Là, ça serait un autre débat qui rejoindrait un peu plus le débat du véganisme, bien qu'il ne soit pas forcément très loin. Ce n'est pas de base la maltraitance animale qui fait classer les œufs dans la catégorie non-veg chez les Indiens, mais c'est bien parce qu'un œuf constitue une partie du corps de la poule, même si ça n'entraîne pas sa mort directe, mais la mort ou la non-naissance d'un poussin. Finalement, je trouve ça plutôt logique. Et honnêtement, quand on mange un œuf, ça ressemble quand même plus à un animal qu'à un végétal, je trouve. Enfin, ça, c'est mon point de vue personnel. Je reviendrai sûrement plus en détail sur l'importance du végétarisme en Inde et dans la religion hindoue, parce qu'il y a vraiment beaucoup à dire. Alors, est-ce que vous avez vous aussi compris ces trois choses? Est-ce que vous étiez choqués comme moi au début et que finalement vous avez compris? Est-ce que vous êtes toujours choqués? Dites-moi ça dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!